Monsieur le ministre, je suis très heureux que ce soit vous qui soyez là. Je sais quelque part, c'est un peu vous le coupable de la situation, donc c'est plutôt pas mal que vous représentiez le Quai d'Orsay ici, même si vous avez des nouvelles fonctions. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, cette motion de rejet préalable est aussi une forme d'alerte. Une alerte contre les accords internationaux négociés sans les peuples, contre les accords internationaux opaques, contre les accords internationaux qui ne servent qu'à faire diversion pour couvrir d'autres accords encore plus néfastes. Car c'est bien face à cela que nous nous trouvons. Depuis près de 15 ans, des accords de libre-échange sont signés à tour de bras par l'Union européenne. Depuis que je suis élu à l'Assemblée nationale, je n'ai cessé de les dénoncer pour leurs problèmes écologiques, pour les ravages qu'ils font à certains secteurs comme l'agriculture, pour leur opacité chronique ou encore pour la destruction méticuleuse de nos règles et de nos normes, qu'elles soient environnementales, sanitaires, fiscales ou sociales. Cette lutte des multinationales contre les peuples a émergé dans l'opinion publique avec le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, le TAFTA. Beaucoup d'ONG ont travaillé d'arrache-pied pour mettre à jour les manœuvres diplomatiques et politiques mises en place par les négociateurs et pour éviter les mauvais coups qui étaient préparés contre les travailleurs et la planète, que ces mauvais coups soient totalement invisibles. Ainsi, le plan a raté. Les mouvements sociaux se sont emparés de ces sujets et ont mis en pleine lumière ce qui nous était préparé. Un monde totalement libéralisé, sans douane, une fluidité absolue des marchandises et des capitaux, et une justice privée mise en place pour contrôler des États, avec pour objectif avoué de ne plus faire de lois menaçant les investissements des grandes entreprises. Le deuxième avertissement des peuples promoteurs de ce type d'accord, c'était le CETA. Malgré de forts mouvements populaires et professionnels, notamment toute la filière bovine en France, personne n'a été écouté et cet accord a été ratifié. Mais la Wallonie a été le grain de sable dans la machine qui a fait changer la stratégie des négociateurs. En s'opposant seul et en obligeant à remettre en question toute la stratégie de l'Union européenne à elle seule, il devenait évident pour les technocrates de Bruxelles que cela ne pouvait pas continuer comme cela. C'était trop précaire. Car c'est bien connu, la précarité, c'est pour les travailleurs, surtout pas pour les puissants. Eux, ils veulent des résultats sûrs, sans accroc, qu'importe ce qu'en pensent les peuples. C'est comme cela qu'on en est arrivé où nous en sommes aujourd'hui. Et pour éviter qu'on ne fasse plus ce genre d'erreur, il a été décidé de couper en deux parties les accords pour mettre d'un côté le commerce et de l'autre le reste. Le commerce étant reconnu comme une compétence de l'Union européenne, il n'a pas besoin de ratification des États membres pour entrer en vigueur. Tandis que tous les autres secteurs doivent obtenir l'onction démocratique pour être ratifiés. C'est pour cela qu'après le CETA, on nous a concocté les fameux accords de libre-échange de deuxième génération non mixtes. La notion de deuxième génération correspond à l'ambition de faire tomber les barrières tarifaires et non tarifaires. C'est-à-dire qu'en plus de supprimer les droits de douane, on tend vers des normes communes afin que les produits fabriqués dans les deux zones puissent être facilement échangés. Et dans ces cas-là, c'est très souvent le moins-disant qui gagne. La notion de non-mixte nous indique qu'il y a deux accords séparés, un sur le commerce et l'autre sur le reste, pour que l'accord sur le commerce n'ait pas à être ratifié par les États membres. Mais ils sont deux faces d'une même pièce, et ça évite de rendre des comptes à ceux qui pourraient y perdre, comme les secteurs de l'automobile ou de l'électronique. Et c'est précisément à ce titre que nous rejetons fermement l'accord qui nous est proposé ce matin. Nous devons rejeter cet accord et dénoncer l'accord économique qui a été voté le 18 février 2019. Ainsi, nous pourrions repartir à zéro et rebâtir quelque chose de positif, et surtout quelque chose qui correspond à la nouvelle phase du monde après la pandémie du coronavirus. En effet, la Covid-19 devrait rebattre les cartes et changer le monde. Aujourd'hui, on entend les États-Unis évoquer l'idée d'une taxation mondiale minimale des entreprises. On parle de relocalisation et le FMI valorise les politiques de planification. Et le président de la République française lui-même parle de relocalisation. Toutes ces idées et propositions que seuls les communistes défendent depuis 30 ans. Les choses changent, car à chaque fois que le capitalisme est menacé, et il l'a été par le coronavirus plus que par n'importe quelle autre crise, il mute
pour mieux s'adapter et se maintenir. Il faut se rendre à l'évidence. La mondialisation que nous avons connue et pendant laquelle ont été négociés tous les accords de libre-échange est morte en mars 2020. Les peuples ont compris qu'elle ne bénéficiait qu'aux plus puissants, qu'aux plus riches et qu'aux capitaux. Les pauvres, les précaires, les fragiles, ceux qui occupent des emplois fatigants, usants, eux souffrent beaucoup et sont mal payés, même s'ils sont en première ligne pour soigner, nettoyer nos villes ou organiser la logistique pour nos approvisionnements en nourriture, et j'en passe. Tandis que les plus riches ont profité de la crise. Les milliardaires français sont les champions d'Europe, avec une fortune de près de 443 milliards d'euros cumulés. Et leur fortune a augmenté de 45% entre 2019 et 2020. Qui a son salaire qui a augmenté de 45% pendant cette période? Et quasiment, cette fortune a doublé entre 2020 et 2021. Et leur richesse n'a pas été investie pour la résilience de notre système, ça c'est sûr. En 2020, le monde entier a constaté que les chaînes logistiques mondiales sont tellement tendues qu'un seul choc peut les briser et entraîner les pénuries mondiales de produits indispensables, comme les masques ou les médicaments. Par conséquent, cet accord commercial avec le Japon n'a aucun sens, sauf éventuellement pour quelques biens. Faire faire à de la viande, près de 10 000 kilomètres avant d'arriver dans une assiette, alors que l'on produit la même à quelques kilomètres de chez soi, est un non-sens absolu. Nous sommes en pleine discussion sur la loi climat, chers collègues. Qui oserait voter une telle disposition ici, sauf à trahir les ambitions pour le climat ou démontrer que la loi climat est une parodie de démocratie et une parodie de lutte pour la planète? Une pratique que le Covid-19 a rendue définitivement obsolète. Les députés communistes l'espèrent. Mais si nous sommes portés par l'espoir d'un monde meilleur, ce n'est pas pour autant que nous désarmons notre vigilance. Car il y a beaucoup de travail avant d'en arriver à un monde meilleur. Et cet accord absurde que vous tentez de nous faire voter ce matin en est un triste exemple. L'accord de partenariat stratégique avec le Japon, en plus de n'être qu'un faire-valoir pour l'accord de libre-échange, est mal fait et oublie un grand nombre de sujets. Le premier qui me vient à l'esprit concerne évidemment le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leur chaîne de sous-traitance. Ce sujet que je soutiens avec Mireille Clapeau, aux côtés de mon collègue Dominique Potier, est fondamental. C'est un instrument qui permet d'obliger les multinationales à surveiller leurs sous-traitants et à les rendre comptables de leurs actes sur les questions sociales et environnementales. La France est le seul pays du monde à avoir une telle loi. Elle intéresse beaucoup, y compris en Europe. Nous devrions en être fiers et l'intégrer partout dans les accords de ce type. Mais rien de tel n'est présent ici. Pourtant, le Japon est loin d'être l'un des pays les plus stricts sur le droit du travail. Plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail n'ont pas été signées par le Japon. Il s'agit, et ce n'est pas rien, la convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, et de la convention sur l'abolition du travail forcé. L'absence de ratification de ces conventions devrait être une ligne rouge pour les négociateurs européens. Mais il semble que seul le profit l'intéresse. Car si ce négociateur ne semble pas intéressé par le droit du travail, la protection de l'environnement ne semble pas non plus l'intéresser. Le Japon est l'État qui importe le plus de bois illégal au monde. C'est un véritable fléau à l'échelle du globe, tant au niveau de la biodiversité qu'au niveau de la captation de CO2 dont nous avons besoin pour les forêts. S'agissant de la biodiversité, la pêche industrielle à la baleine, qui a repris officiellement en 2019 au Japon, n'aide pas non plus. J'y reviendrai plus précisément tout à l'heure dans l'intervention de discussion générale. Avant-hier, la décision de rejet des eaux irradiées de Fukushima dans la mer a achevé de nous convaincre que le gouvernement japonais traite mal la nature et ceux qui travaillent avec. S'agissant de cet accord, certains diront qu'on peut aussi se satisfaire de ce qui est déjà négocié et de se dire qu'il faut ratifier pour se tirer mutuellement vers le haut, et on l'a entendu avant. Mais pas ici, pas ici. Le Japon a déjà engagé des engagements forts puisqu'il est signataire de l'accord de Paris.
mais l'accord que vous nous proposez n'a rien de contraignant sur ces sujets. Peut-on le dénoncer si le Japon ou l'un des membres de l'UE ne respecte pas ses engagements sociaux ou environnementaux? Je ne crois pas. Cet accord est donc de très mauvaise qualité. Il ne contraint aucunement les deux parties à s'améliorer sur les aspects écologiques ou sociaux qui sont fondamentaux pour les peuples, mais certes pas pour les entreprises, les grandes entreprises. Les députés communistes soutiennent une autre mondialisation, celle de l'amitié entre les peuples et de la paix, celle des échanges qui vont dans les intérêts des droits sociaux, des droits environnementaux, des droits culturels et respectueux des savoir-faire. Évidemment, le Japon est un pays ami et allié que nous apprécions. Mais il faut être plus exigeant avec ce partenaire et renégocier un accord qui s'attaque réellement aux problèmes identifiés de notre monde. Plutôt que de supprimer les frontières pour les marchandises et les capitaux et de détruire les normes sanitaires ou environnementales et sociales, on pourrait par exemple travailler ensemble à la fiscalité. Un accord sur la fiscalité, sur les entreprises par exemple, sur la taxation des hauts revenus ou sur les transactions financières communes à l'Union européenne et au Japon pourrait permettre au monde d'avoir les mêmes règles, pourrait être une bonne chose. S'aider mutuellement pour nos projets d'aide publique au développement pourrait être utile. Le Japon en est un acteur majeur de ce secteur et ses moyens sont considérables. Si nous travaillons ensemble à aider les peuples dans le besoin, cela aurait bien plus de sens. Travailler ensemble pour des recherches communes sur l'énergie de demain, remobiliser les scientifiques autour du projet ITER, dans lequel coopèrent le Japon et l'Union européenne, pourrait être utile et devrait être mieux valorisé. La fusion nucléaire représente un enjeu industriel et énergétique colossal. Pour les domaines spatiaux, le Japon est l'un des rares pays au monde, tout comme la France, à bénéficier d'une base de lancement spatial. Une coopération en matière spatiale entre l'Union européenne et le Japon au plus haut niveau pourrait faciliter certains projets en gestation dans les agences. Enfin, nous pourrions travailler à mieux valoriser nos cultures respectives. Les secteurs que j'ai évoqués figurent de manière anecdotique dans cet accord. Ils existent certes, mais ne sont pas valorisés et sont des faire-valoir de l'accord économique. Nous les voulons au cœur de l'accord, pas à la marge. Les députés communistes vous proposent de rejeter ce texte en indiquant aux négociateurs de se concentrer sur ces secteurs fondamentaux pour la paix. Car c'est la paix qui devrait être le seul et unique objectif de ces accords. Et ça me fait plaisir d'avoir Jean-Baptiste Lemoyne en face de moi. Car lorsqu'on a abordé ces sujets-là il y a quelques années, plusieurs dizaines de mois, il avait répondu, mais ce n'est pas le seul à avoir répondu cela, je cite, « Le commerce favorise la paix ». Certes, c'est quelque chose que l'on dit souvent. Le commerce entre les États favorise la paix. Mais on le voit dans les paroles, mais pas dans les actes, monsieur le ministre. Elle est terriblement importante et le Japon sait le prix de la guerre. Il sait le poids des bombardements nucléaires, ça a été dit par Madame la rapporteure, et je la remercie d'avoir abordé ce sujet-là. Même s'il n'a pas signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, et on peut peut-être penser que ces puissants alliés y sont aussi pour quelque chose en termes d'influence. Je m'autorise à le penser. Il n'empêche que la population japonaise, et pour les avoir rencontrés à Nagasaki et à Hiroshima début août, il y a plusieurs années, et d'avoir vu les manifestations dans les rues de Kyoto et de Tokyo, j'ai pu mesurer que cette question-là, à l'échelle du peuple japonais, du peuple martyr de ces crimes contre l'humanité qui étaient les explosions des bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, eh bien, cette question du traité, elle n'a pas été simple pour l'instant. Le gouvernement japonais a pris une position, mais rien n'est perdu pour l'avenir. Et il faut l'avoir en tête. Mais pour un tel accord, pourquoi ne pas proposer aux populations, justement, directement, de chercher entre elles ce qu'elles peuvent échanger et comment veulent-elles devenir partenaires dans le cadre d'un accord? Voilà qui pourrait être une voie alternative crédible et qui enverrait un signal fort à la communauté internationale. On peut travailler ensemble sans avoir pour conséquence de détruire la planète, ni pour avoir comme seule boussole la croissance économique. C'est pourquoi je vous demande de voter pour cette motion de rejet préalable. Aussi, il devient aujourd'hui de notre responsabilité de donner mandat à l'exécutif de transmettre aux négociateurs européens l'irrecevabilité de cet accord obsolète, car il est totalement déconnecté de la vie. Nous ferons alors, mes chers collègues, œuvre utile.